dernières... alors c'est pas des propositions, mais des compromis de Matignon. On ira sur place avec nos journalistes. On verra si les syndicats sont sensibles aussi, puisque Sophie Binet va prendre la parole dans quelques instants. On sera en direct, on pourra l'écouter. On va voir si elle considère que c'est déjà un démarrage successful de cette journée de mobilisation ou pas. On écoutera Sophie Binet dans une poignée de secondes. Il n'y a pas de filtre dans cette émission, mesdames, messieurs. Il n'y a pas de filtre non plus dans les cortèges qui sont en train de s'ébranler du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France pour cette deuxième mobilisation sociale de la rentrée. Alors, des Cassandres disent « Oh là là, celle-ci ne prendra pas ». On ne sait pas. On a des équipes sur place, on va aller la voir dans quelques instants. Mais on ne sait pas vraiment si ça prendra ou pas, cette deuxième grande mobilisation. En tout cas, nous sommes toujours avec Renaud Pila, Isabelle Saporta. Nous sommes également avec le gigantesque Pascal Perry, éditorialiste économique à TF1 LCI, qui a détaillé pour nous d'ailleurs les nouvelles mesures qui ont filtré depuis Matignon là pour le pouvoir d'achat des Français. Et nous sommes rejoints par Bernard Vivier. Bonjour et merci d'être avec nous, directeur de l'Institut supérieur du travail et expert des questions sociales et syndicales. Voilà pour la présentation des meilleurs experts du monde. Ils sont là. Attention, la patronne de la CGT s'exprime, mesdames, messieurs. On casse tout et on revient dans quelques instants. On l'écoute. Ce matin, Matignon donne quelques informations sur les pistes pour le budget, des pistes qui remettent la valeur travail au centre du projet selon nos informations sur de la défiscalisation, la prime Macron. Est-ce que toutes ces mesures pour vous c'est du concret, ça va dans le bon sens? En fait, Monsieur Lecornu est en train de devenir le ministre des copier-coller, le Premier ministre des copier-coller. Toutes ces mesures, c'est de la reprise, soit de mesures qui existent déjà ou qui ont déjà existé. Par exemple, la défiscalisation des heures sup, ça existe déjà. On sait que ça creuse le déficit de la sécurité sociale et que par ailleurs, c'est une mesure qui est plutôt mauvaise pour l'emploi. Pareil sur la prime de partage de la valeur, c'est Emmanuel Macron qui l'a inventée. Elle existe déjà. Monsieur Lecornu nous dit qu'il va en faire encore plus. Et puis quand on regarde la mesure sur la transmission du patrimoine, on croit rêver. On lui dit, ça fait 3 journées que les salariés sont dans la rue pour dire il faut que le travail paye. On n'en peut plus que ça soit le monde du travail qui fasse tous les sacrifices. Et il nous répond pour une mesure pour faciliter les transmissions de patrimoine. Ce qu'il faut, c'est revaloriser le travail, augmenter les salaires, mettre fin aux sacrifices qu'on veut imposer au monde du travail et puis abroger la réforme des retraites. Donc il faut qu'il arrête des hors-sujets. Moi, je commence à comprendre pourquoi est-ce que jusque-là, il restait si silencieux. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe. Dans quelle mesure cette 3e journée de mobilisation en un mois peut changer la donne? Ça n'a pas bougé depuis le 18 septembre. Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui? Monsieur Lecornu nous l'a dit lui-même, il est un des premiers ministres les plus faibles de la Ve République. Nous savons que nous sommes en position de force. La preuve, le grand patronat n'a jamais été aussi seul et isolé et totalement fébrile. Et Monsieur Lecornu ne sait pas quel sera son avenir très proche. S'il ne répond pas aux exigences sociales, s'il ne répond pas à ces mobilisations, de fait, il ira remplir le cimetière des premiers ministres qui est déjà en train de déborder. Donc il n'y a pas d'alternative en fait pour Monsieur Lecornu. Pour qu'il puisse y avoir de la stabilité gouvernementale, il faut qu'il y ait une réponse aux exigences sociales, à commencer par l'abrogation de la réforme des retraites. Est-ce que vous avez eu des contacts avec Matignon depuis votre rendez-vous? Est-ce que vous avez un autre rendez-vous de prévu? Il y a une nouvelle journée d'intersyndicale. Comment se profilent les prochains jours? Alors à ce stade, pas de son, pas d'image du côté de Matignon, donc nous n'avons pas de sollicitation de ce côté-là. Et pour ce qui concerne l'intersyndicale, nous nous retrouverons le soir du discours de politique générale pour analyser les annonces qu'aura fait ou pas le Premier ministre et décider des suites. Sur la stratégie des manifestations, la mobilisation est moins suivie aujourd'hui, comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, c'est la 3e journée de mobilisation en un mois, c'est énorme et aujourd'hui, ça marque d'entrée de jeu un record. C'est la première fois dans l'histoire sociale qu'un Premier ministre nommé depuis moins d'un mois a, en moins d'un mois, 3 journées de grève et de manifestations suivies par des centaines de milliers de personnes. Chapeau l'artiste. Il n'a même pas nommé son gouvernement, il n'a même pas présenté son budget. Il est là depuis moins d'un mois et il a 3 journées de manifestations et de grève dans le pays. On voit
voit que la colère sociale est énorme, qu'elle n'est pas prête de se calmer et que c'est pas des discours de langue de bois ou des mesurettes qui permettront d'y répondre. Il faut répondre aux exigences sociales, enterrer définitivement tous les sacrifices pour le monde du travail qui étaient prévus dans la copie du budget Bayrou. Il faut mettre à contribution les plus hauts revenus et les plus grandes entreprises, faire enfin de la justice fiscale, dégager de l'argent pour nos services publics qui n'en peuvent plus. Nos pompiers, nos hôpitaux, nos écoles, nos universités, nos organismes de recherche sont asphyxiés. C'est un problème pour tout le pays. On veut l'abrogation de cette réforme des retraites qui ne passe toujours pas et qui ne passera jamais. Voilà les réponses que nous attendons. Vous en parlez de colère sociale, stratégie avec des mots d'ordre complètement différents. Il y a une fatigue de la part des manifestants à voir les journées de mobilisation s'enchaîner sans que les choses changent réellement. Oui, évidemment, il y a une énorme fatigue sociale et démocratique. On a eu 6 mois de mobilisation extrêmement forte contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron a décidé de passer en force. Il l'a payé par une profonde crise démocratique dans laquelle on est aujourd'hui. Les citoyens et les citoyennes se sont déplacés pour aller voter extrêmement nombreux aux élections législatives avec une sanction très claire du gouvernement. Et Emmanuel Macron pense qu'il peut encore faire la même politique. Ça n'est plus possible. Il faut entendre les messages du pays. Ça n'est pas possible de gouverner le pays contre lui-même et de mépriser à ce point la démocratie. S'il n'y a pas de changement de cap et de changement de politique très rapide, on va passer d'une crise démocratique à une crise de régime. La dernière fois, vous avez dit que c'était à la rue d'écrire le budget. S'il y a moins de monde dans la rue aujourd'hui, est-ce que cette déclaration perd en force ? Non, pas du tout. Cette déclaration, elle est toujours valable, encore une fois, parce que en un mois, il y a eu 3 journées de grève et de manifestations qui ont rassemblé un cumul de centaines de milliers de manifestantes et de manifestants. C'est la première rentrée sociale où il y a ce niveau de mobilisation, une unité syndicale totale et une détermination très forte des travailleuses et des travailleurs. Après, évidemment, faire 3 fois grève en un mois, c'est beaucoup, ça pèse sur le porte-monnaie. Et puis, on le sait, notamment du côté de la fonction publique, quand on est fonctionnaire, c'est qu'on est attaché à son métier. Et oui, quand on est enseignant ou enseignante, eh bien faire 3 fois de grève le mois de la rentrée, c'est très difficile parce qu'on sait que ça pèse pour ses élèves. Pareil quand on est soignant ou soignante, pareil quand on est pompier, etc., etc. Donc pour les fonctionnaires, évidemment qu'il y a l'aspect financier qui compte, mais il y a aussi le sens du travail, l'intérêt, l'attachement à l'intérêt général, qui fait que certaines qui ont fait grève le 18 n'ont pas forcément refait grève aujourd'hui, mais ça veut pas dire du tout qu'ils sont d'accord avec la politique du gouvernement ou qu'ils ont baissé les bras. Absolument pas. Et là, ce qui est sûr, c'est que, comme nous le disons depuis un mois, ce budget, il va rester sous la surveillance des travailleurs et des travailleuses. C'est ce que nous montrons aujourd'hui et c'est ce que montrent les centaines de milliers de personnes qui manifestent depuis ce matin sur tout le territoire et que nous ne laisserons pas passer les reculs et au contraire, nous voulons enfin des avancées pour le monde du travail. 8 ans de sacrifices, ça suffit. On a subi une violente réforme du Code du travail qui montre ses catastrophes chaque jour parce qu'il n'y a jamais eu autant de morts au travail à cause de la suppression des CHSCT. On a subi 4 réformes des retraites, 4 réformes de l'assurance chômage, une réforme des retraites. Nos salaires n'ont toujours pas retrouvé leur niveau de 2020 et on voudrait nous imposer de nouveaux sacrifices. Ça n'est plus possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se décale sur... Voilà donc Sophie Binet qui s'exprime à une 40aine de minutes du début de la manifestation à Paris et qui a commenté les mesures dévoilées par Matignon juste avant midi. Ça existe déjà, dit-elle, sur ces mesures. Ça creuse juste le déficit de la sécurité sociale. Voilà pour la première action de la part de la CGT. Oui, la CGT défend son rôle, bien évidemment, et défend ses manifestations. Mais on verra... Attendez, Marie-Lise Léon, désolé. La CFDT s'exprime en direct. Avec des mesures profondément injustes et des situations qui se dégradent. Des femmes dont on ne reconnaît pas les maternités, qui pouvaient partir avant l'âge légal, c'est plus le cas pour elles aujourd'hui. Les personnes qui sont en situation de pénibilité, que vous soyez peintre en bâtiment, carreleur ou aide-soignante, vous n'êtes pas reconnu comme métier pénible. Donc cette colère, elle est toujours là. Et je pense que c'est important de pouvoir offrir un cadre dans le cadre de l'intersyndicale pour pouvoir faire en sorte qu'elle s'exprime. Après, l'important, c'est que rapidement, on ait des réponses très claires à l'ensemble des questions qu'on a posées sur le pouvoir d'achat, les retraites, la conditionnalité des aides aux entreprises. Tout ça, ça fait partie des éléments sur lesquels on attend de pied ferme le Premier ministre et on est à quelques jours de son discours de politique générale, donc je ne doute pas qu'on aura des réponses rapides. Dans ce courrier, vous avez adressé une lettre hier justement donnant quelques gages pour les femmes qui partent à la retraite notamment. Vous en pensez quoi ? Il a fait des efforts
enfin, il a dit qu'il allait reprendre un certain nombre de mesures. La question, c'est de savoir quoi exactement. Et je rappelle que le conclave n'a pas abouti et que quand une discussion n'aboutit pas, chacun repart avec ses positions de départ. Donc là, ça fait partie des éléments sur la pénibilité, la question des femmes, où il a dit qu'il allait prendre un certain nombre d'engagements et que ça se traduirait. Moi, j'attends de voir la copie initiale de qu'est-ce qui sera dans le budget et notamment le PLFSS pour avoir confirmation que ce qui est annoncé répond vraiment à des situations concrètes. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on voit dans le courrier, il donne que quelques mesures. De ce matin. Alors, moi, je pense pas que ça soit une bonne chose de dégrainer un certain nombre de mesures, parce qu'en fait, c'est assez contradictoire avec le fait d'annoncer des ruptures. C'est pas en saupoudrant un ensemble de mesures qu'il va pouvoir apporter la preuve qu'il est convaincu qu'il y a besoin d'une vraie rupture. La vraie rupture, c'est accepter qu'à un moment, les gouvernements précédents se sont trompés. On a le droit tous de se tromper. Et donc, qu'est-ce qu'ils corrigent véritablement? Et l'un des premiers sujets, c'est la question de la réforme des retraites, sur lesquelles on n'a pas encore de réponse. Mais je pense que c'est important d'avoir des mesures fortes, comme la question de la conditionnalité des aides. Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à ne plus exonérer de cotisations sociales un certain nombre de salaires dont les personnes sont au SMIC et sans aucune perspective d'évolution, par exemple? Donc c'est important qu'on ait des réponses à la fois fortes, et puis on a besoin de la photo globale, parce que à force de saupoudrer comme ça, on voit pas bien globalement quelles seront l'ensemble des réponses qui seront apportées. Vous aviez fait part de votre mécontentement à la sortie du la réunion en matinée. Vous aviez annoncé la mobilisation aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des contacts avec le Premier ministre ou ses équipes depuis? Est-ce qu'il y a des négociations en cours malgré tout? Alors, je ne vais pas vous révéler qu'il y a des négociations secrètes, parce qu'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de contact avec le Premier ministre. Aujourd'hui, il est beaucoup consacré, me semble-t-il, à des échanges avec les partis politiques, et c'est avec eux que devra se faire l'équilibre à l'Assemblée. Chacun son rôle. Nous, on a fait part de nos propositions, on a listé l'ensemble des sujets sur lesquels on voulait un certain nombre de réponses, et donc rendez-vous au plus tôt, ça sera le discours de politique générale, et puis on verra ensuite comment le parcours de ce Premier ministre se poursuit, ou pas. S'il y a moins de monde dans la rue aujourd'hui, est-ce que c'est un désaveu de cette mobilisation, ou vous dites que non, il y a eu 3 jours de mobilisation en un mois et la colère, elle est là? Non, la colère, elle est là. S'il y a un peu moins de mobilisation, on le verra ce soir. On va faire le comptage à la fin de la journée. Je pense qu'on a besoin de donner ce cadre d'expression au fait que le monde du travail ne veut pas être le seul à porter les efforts pour le budget. Je pense que tout le monde a bien intégré le fait qu'on était dans une situation compliquée, assez inédite en termes budgétaires, mais que s'il devait y avoir des efforts, ce que supportent pas les salariés, les agents des fonctions publiques, c'est qu'on parle mal de leur travail, qu'on parle mal de ce qu'ils font, et qu'on leur dise c'est vous qui devrez contribuer. Ça a un sentiment profond d'injustice qui ne passe pas, et donc on offre ce cadre d'expression aujourd'hui avec les manifestations. Merci beaucoup, Madame Léon. Voilà, mesdames, messieurs, Marie-Lise Léon qui succède à Sophie Binet, la CFDT et la CGT qui se sont exprimées. Dans quelques instants vont s'ébranler les cortèges. Nous irons voir nos équipes sur place. Est-ce que, comme on le pressent depuis quelque temps, est-ce que la mobilisation va être plus faible que nous le pensions? Bon, c'est pas sûr, hein. Parfois il y a des surprises. Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail, vous qui connaissez ces mouvements sociaux, il y a un essoufflement. Vous percevez, là je fais appel à votre subjectivité, mais vous percevez qu'il y a un essoufflement ou pas? En tout cas, il va y avoir, après le discours de politique générale du Premier ministre, à l'évidence, un split, un éclatement entre les deux tendances exprimées, d'ailleurs, l'une par Sophie Binet, l'autre par Marie-Lise Léon. On a eu le 10 septembre, qui n'était pas une manifestation syndicale. La première manifestation syndicale, c'était le 18. La deuxième, on pourrait dire la seconde, c'est celle-ci. Hein. La seconde, parce que c'est la dernière. Quelle nuance! En bon français, qu'il n'y en a pas une troisième. Bien. Ça veut dire quoi? Que on a évacué François Bayrou et on n'a pas évacué la dette. On va peut-être évacuer Sébastien Lecornu, on n'évacuera pas la dette. Et donc, il y a deux lectures possibles. La première, c'est de dire les syndicats, ils sont là pour faire du syndicalisme, pas pour conforter les extrémismes politiques, extrême droite ou extrême gauche. Donc, ils sont là pour négocier. Et négocier
après le discours de politique générale. Et puis la deuxième lecture, c'est dire, bon, on est passé de la chasse aux dépenses à la chasse aux riches, et on mène une action de rupture, et on veut manifestation sur manifestation. C'est plus du syndicalisme. Très bien. Merci beaucoup Bernard Vivier. Mesdames, messieurs, vous restez avec nous, car dans une poignée de secondes, nous allons aller sur place. Nos équipes sont en train de disséminer dans tous ces cortèges pour nous donner leurs sentiments une demi-heure avant les grands. C'est dans une demi-heure que ça va démarrer dans la plupart des villes. Hein. Non, à Paris. À Paris 14h. À Paris 14h. Et nous irons également à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille, à Strasbourg, à Dijon, à Marseille, à Nice. Mesdames, messieurs, voir ce qu'il en est de cette mobilisation sociale. Restez sur LCI. À tout de suite. Pas de filtre, mesdames, messieurs, on se dit tout sur cette mobilisation sociale qui a débuté dans certaines grandes capitales régionales, dans certaines villes moyennes également, et dont le cortège va s'ébranler dans, 30 minutes à Paris. Nous sommes avec Isabelle Saporta, Renaud Pilat. On est également avec Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail. Nous sommes avec Jean-Pierre Mercier, délégué syndical Sud Stellantis à Poissy, porte-parole de Lutte ouvrière par ailleurs. Mesdames, messieurs, il est temps, Magali Lunel, il est temps de voir ce que ça donne et d'aller sur le terrain avec nos nombreuses équipes. Et oui, effectivement, parce qu'on a un débat sur le plateau, bien sûr. Qu'est-il en train de se passer aujourd'hui? Ce n'est pas du syndicalisme, vient de dire Bernard Vivier. Le débat, d'abord, le terrain. On va partir, on vous voit, Marianne Kotonoff et Machala. D'abord, direction Paris. Marianne, expliquez-nous, vous êtes place d'Italie, c'est là d'où partira la manifestation parisienne dans une demi-heure. Oui, tout à fait. Et là, vous voyez autour de moi beaucoup de monde, beaucoup de syndicalistes. Vous voyez les chasubles et le cortège qui va commencer à se mettre en route. Les syndicats, donc pour le moment, se mettent en ordre de marche, lancent des appels aux volontaires pour essayer de maintenir la foule, de tenir les cordons. Mais au niveau participants, c'est vrai que la place d'Italie est quand même assez clairsemée. Hein. On a vu des jours de manifestation où vraiment il y avait beaucoup plus de monde. Néanmoins, ici, ça va partir dans une ambiance bon enfant sous les couleurs syndicales que vous voyez juste derrière moi. Merci Marianne, avec Marine Truchot. Direction maintenant Rennes. Et Machala, racontez-nous, là la manifestation a débuté. Tout à fait, il y a quelques instants seulement ici à Rennes, le cortège vient de commencer à s'élancer vers le centre-ville de la ville de Rennes. Alors cet après-midi, il devrait s'élancer dans les rues après un premier rassemblement qui était à 11h ce matin. 3 points de blocage étaient à signaler dans la ville. D'abord la gare de Rennes, mais aussi l'université Rennes 2 et enfin le centre-ville. Et ces 3 axes de blocage, ils ont convergé vers ce cortège à l'appel de l'intersyndicale. Alors pour rappel, ici, 20 000 personnes avaient manifesté lors du précédent rassemblement le 18 septembre dernier. Et ici, ces syndicalistes, ils disent attendre un petit peu moins de mobilisation, même si on décompte tout de même plusieurs centaines de personnes ici à Rennes. Merci beaucoup. Ça, c'était à Rennes. Merci. Jean-Pierre Mercier est autour de la table. Bernard Vivier, serait-il possible que le discours tenu depuis quelques semaines, quelques mois même, par l'exécutif, par Matignon, sur les déficits, la France qui vit au-dessus de ses moyens, la France qui prend des distances inquiétantes avec le monde réel, on travaille pas assez, regardez nos voisins, etc. Serait-il possible que ça ait touché, impacté le discours syndical? Parce que la mobilisation est faible. Et elle a raison de dire, finalement, dans sa logique, Madame Binet, de dire, finalement, ça fait 8 ans que on ne nous écoute pas, nous, les syndicats. Finalement, et s'il y avait aujourd'hui, je risque le mot, une prise de conscience du monde syndical qui disait c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre nos demandes et la situation catastrophique économique du pays. Et le monde syndical dans son ensemble a parfaitement conscience de la gravité de la situation. Et la manifestation d'aujourd'hui est une manifestation syndicale. C'est l'expression ou la poursuite de cette manifestation qui pourrait dériver vers l'aide de certaines forces syndicales en direction de partis politiques qui cherchent la rupture, l'insoumission et non pas la construction. Le syndicalisme, c'est la négociation. On négocie pas d'abord avec l'État quand on est syndicaliste. On négocie avec son patron. On négocie avec
avec le MEDEF, l'UPA, la CPME. Le président de l'UPA a dit tout récemment, l'effort doit être équitable et il doit s'imposer à l'État lui-même. Un autre syndicaliste, Cyril Chabanier de la CFTC, dit, il faut voir aujourd'hui les efforts plus équitablement répartis. Nous avons besoin de justice sociale, d'un effort plus équitablement réparti. Et donc, ça veut dire quoi? Que les organisations syndicales connaissent la gravité de la situation. Si on veut éviter l'austérité, nous sommes dans un devoir de rigueur. Nous devons faire des mesures de rigueur. Personne n'y échappera, pas la France. Bon, donc si nous avons besoin de rigueur, nous devons éviter l'austérité. Dans ce concert général, la partition syndicale a son rôle, qui consiste à dire le monde du travail, et les plus modestes tout particulièrement, ne doivent pas souffrir de mesures un peu technocratiques, vues d'en haut, et qui épargneraient certaines catégories de citoyens. Oui, mais depuis quelques années, on voit émerger des syndicats qui sortent de notre logique du Grenelle, et que comme Sud, Jean-Pierre Mercier, délégué syndical Sud Stellantis à Poissy, qui ont un discours un tantinet transgressif, disruptif, et qui sont révolutionnaires. C'est son cas. Oui, mais attendez, ils grossissent ces syndicats. Ils grossissent, et ils s'entendent pas tellement avec la CGT et la CFDT. Je voudrais pas être, il est sur le plateau désagréable en direction de Jean-Pierre Mercier, mais Sud à Poissy, Stellantis représente très peu. La grande organisation syndicale à Poissy, c'est Force ouvrière. Oui. Force ouvrière, c'est un syndicat de négociation, de construction sociale, de rapport de force qui doit déboucher non pas sur la révolution, mais sur la négociation. Voilà. Et c'est ainsi qu'ailleurs en Europe, le syndicalisme arrive à obtenir des conquêtes sociales importantes. Ce que n'arrive plus visiblement. Jean-Pierre Mercier, voilà, vous voilà réduit à une toute petite portion du syndicalisme français, Jean-Pierre Mercier. Non, mais de la part d'un porte-parole du patronat, moi ça m'étonne pas. Merci pour le compliment. C'est plutôt un compliment dans votre bouche. Non, il y a le syndicalisme. Oui, votre version patronale où voilà, ils sont là juste pour discuter, pour négocier, mais surtout pas de vagues. Attention, et puis on se met autour d'une table et puis on s'arrange entre copains. Et puis il y a le syndicalisme de combat. Oui, mais il y a pas, ce syndicalisme je vous laisse, de combat. Bon, allez-y. Quand même que je puisse. Non, mais je voulais vous relancer. Vous avez déroulé le tapis rouge, mais le syndicalisme de combat, oui, bien sûr, c'est celui qui porte non seulement des revendications, mais qui porte le fait que on est dans cette société. Et ça, personne ne peut le nier, une société d'exploitation où vous avez l'immense majorité de la population qui ne vit que de son salaire, de ses allocations ou de ses pensions de retraite, et qui est écrasée par une toute petite catégorie de cette population. Moi, je les appelle les capitalistes, vous les appelez peut-être le grand patronat, je ne sais pas, qui sont en train d'emmener l'ensemble de la société dans le mur. Je travaille dans un empire industriel automobile qui est Stellantis, fruit du mariage entre PSA et Fiat Chrysler. Ils ont accumulé ces dernières années près de 60 milliards de profits. La part des dividendes, essentiellement de la famille Peugeot, bien française, et la famille italienne, est passée de 25 à 30%. Le résultat, c'est quoi? C'est mes camarades de Douvrin, dans le Pas-de-Calais, usine de fabrication de moteurs thermiques qui officiellement est en fermeture. L'usine de Poissy, où la direction déroule son plan de fermeture. Derrière, c'est une catastrophe sociale, des licenciements massifs de sous-traitants et d'équipementiers. Pour quel objectif? L'objectif, c'est de maintenir. C'est à cause des Chinois, c'est pas moins à cause des dividendes. Alors, il y a quelques années, c'était à cause de la transition énergétique. Ouais. Fallait passer du thermique à l'électrique. C'était une erreur. C'était une erreur. Donc, allez, qu'est-ce qu'on va trouver? Les Chinois. Super, les Chinois. Ouais. Les Chinois, le cheval de Troie des Chinois, c'est Stellantis. Leapmotor. Vous grattez derrière qu'il y a un constructeur chinois qui va exporter, vu de la Chine, ces voitures en Europe. Vous grattez derrière, c'est Stellantis à 51%. Ouais. C'est-à-dire c'est la famille Peugeot bien française qui importe des voitures chinoises pour concurrencer les voitures qui sont fabriquées en France. Tout ça, écoutez, on nous sert de toute façon des prétextes bidons année après année. Le résultat, c'est nous qui sommes licenciés, c'est les usines qui sont fermées, et c'est toujours cette catégorie qui s'enrichit, alors aux frais de la princesse, parce que
ils ont siphonné les caisses de l'État en termes d'aide publique. Cela dit, attention. Jean-Pierre Mercier, je me tourne vers vous, Bernard Vivier. Bon, très bien, il est Sud Solidaire. Vous dites que c'est un syndicat révolutionnaire, peut-être un peu différent des autres. Mais ce que dit Mercier, la CGT tient un discours qui est pas très éloigné. Ça va peut-être vous agacer, hein. Non. Que je dise ça. Les étiquettes syndicales, c'est pas un souci. Bon. La CGT, depuis Bernard Thibault, se cherche entre contestation et négociation. Bernard Thibault, grande figure du syndicalisme français, a voulu gérer ce passé de la CGT, contrôlé par le Parti communiste et l'Union soviétique, c'est du passé, avec l'avenir, c'est-à-dire un syndicalisme de construction, de défense des intérêts catégoriels. Et c'est en soi louable, c'est le syndicalisme, ce sont les métiers, ce sont les emplois, mais les entreprises évoluent, on ne peut pas rester dans une France sociale de l'époque de la deux chevaux. On a besoin d'évoluer dans un syndicalisme aujourd'hui, et une entreprise, ça naît, ça vit, ça meurt. Souvenons-nous d'un grand patron de chez Danone qui disait « Tu as le droit de fermer une usine », disait-il à ses patrons d'usine. « Tu as le droit de fermer une usine. T'as pas le droit de laisser quelqu'un sur le carreau. » Et c'est là où joue le syndicalisme. Il est là pour donner évidemment son avis et peser sur les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est d'ailleurs dans les comités socio-économiques une des grandes attributions des élus. Et puis, il a aussi à négocier les transitions, la formation, l'emploi des jeunes, par exemple, aujourd'hui. L'emploi où moi, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Pierre Mercier, qu'on a eu la chance effectivement d'avoir devant son usine en pleine crise. C'est-à-dire qu'on entend toujours la même histoire. Au fond, c'est quand même toujours de la faute des salariés français qui sont trop chers. Ils sont trop chers pourquoi ? Parce qu'on fait porter sur le revenu du travail tout le modèle social français, qu'on n'a jamais choisi au fond de le déporter en partie sur le capital. Donc c'est comme ça. Donc on sait bien aujourd'hui que ce modèle social est à bout de souffle puisqu'il y a 1,7 actifs pour un retraité quand il y en avait 4 pour un retraité. Donc c'est vrai que ça ne fonctionne plus. Donc effectivement, ça surenchérit les salaires, c'est évident. Maintenant, à chaque fois, on nous dit que c'est donc de la faute des travailleurs. Donc on ferme les usines, donc on met les mecs au chômage. Après, on dit mais c'est trop cher le chômage. On délocalise, c'est toujours moins cher ailleurs, c'est toujours mieux ailleurs, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Et on voit effectivement de l'argent qui fait juste de l'argent. Et c'est vrai que effectivement, il n'y a plus de dialogue entre un patronat qui a de l'argent, qui fait juste de l'argent et qui finalement tire contre son propre camp, et des salariés auxquels vous pouvez pas tenir rigueur d'essayer de sauver leur travail, quoi. Non, c'est pas possible. Et par ailleurs, et je finis juste là-dessus, pareil, les jeunes, soi-disant, ils sont inemployables. On les prend de plus en plus tard. On voudrait aujourd'hui qu'ils soient à bac plus 15, qu'ils aient 10 ans d'ancienneté tout en ayant 20 ans. Hein. Et quant aux seniors passés 55 ans, on veut les foutre dehors parce qu'ils coûtent trop cher, on n'en veut plus. Et on dit, c'est bizarre, on n'arrive pas à maintenir les travailleurs les seniors dans l'entreprise. Mais pourquoi ? Mais parce que les patrons n'en veulent plus. Donc moi, je vois pas la solution, quoi. On a retrouvé Saporta. Sur les sujets régaliens, elle était devenue un peu réac, mais sur les sujets de mobilisation sociale, on retrouve Saporta et son prisme écolo de gauche, quand même. On croyait vous avoir perdu. Isabelle, c'est l'ordre juste. Non. Le syndicalisme, il n'est pas là pour contester, il est là pour négocier. Regardez les syndicats allemands, ils sont puissants. Il faut encore qu'ils soient laissez Vivier parler une seconde. Les syndicats allemands sont puissants. Ils ne contestent pas le fait qu'une entreprise, ça peut fermer une usine. Par contre, ils sont hyper exigeants. Et je vous rejoins totalement sur l'embauche des jeunes, la formation, l'accompagnement, l'emploi des seniors. Ce sont des schémas, ce sont des chantiers que patronat et syndicats aujourd'hui ont sur la table. Ils ont bâti ce qu'on appelle un agenda social autonome, que l'État veut un peu préempter, la lettre de lundi dernier de Sébastien Lecornu aux partenaires sociaux. Mais c'est ça, le monde du travail, c'est l'affaire d'abord des acteurs patronaux. Mais ils avancent pas, ça fait Les amis, le Manuel Bompard de la France Insoumise.